cette nuit électorale et nos invités seront des éditorialistes pour cette fois-ci. Voilà, et comme l'aperçoivent sans doute nos téléspectateurs, nous avons ce soir avec nous Dieudonné Zoungrana, un habitué des plateaux de la RTV. Nous avons aussi ce soir Albert Nagrengo. Nous avons également Paul Miki Rwamba. Justement, Albert Nagrengo qui est directeur publication de Libre Info, un site d'information en ligne. Dieudonné Zoungrana, venez s'il vous plaît. Oui, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso, un quotidien, et Paul Miki Rwamba, rédacteur en chef de Ouaga FM. Bonsoir, bonjour à tous les trois. Bonsoir à tous, bienvenue. Je préfère bonjour. Bonjour maintenant, parce qu'il est 4 h du matin, on a eu une longue nuit. Vraiment, merci d'être là. On va commencer d'ailleurs par vous, Albert Nagrengo de Libre Info. Vous avez suivi la journée électorale, vous avez suivi également de part et d'autre tout ce qui s'est passé autour de ce double scrutin présidentiel et législatif. Vous, de votre position, quel est le constat ou quelle est l'analyse que vous pourrez faire en cet instant T? Merci beaucoup. D'abord, il faut dire que c'est une journée aussi qui était très attendue d'ailleurs. On en a parlé longuement, on a suivi aussi 3 semaines de campagne et puis on avait vu également qu'il y a une nouvelle carte politique qui se redestinait au Burkina Faso. Donc on attend tous de voir comment cette carte politique-là va se concrétiser. Donc on a vu que c'était une journée également qui a commencé avec beaucoup, un peu d'incidents par-ci par-là à travers le pays, ce qui est aussi normal parce que c'est une œuvre humaine, il fallait s'y attendre également. Mais je crois que jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dans la soirée, on peut dire que ce n'est pas aussi des incidents pour le moment qu'on pourrait jouer sur la crédibilité du scrutin. Donc, de ce fait, on peut dire que c'est quand même une journée plus ou moins réussie. Maintenant, quand on regarde les premières, on va dire, tendances au niveau des bureaux de vote pris de façon isolée, on voit qu'il y a un trio qui se dégage et ce trio-là est en conformité avec les sondages qu'on a pu constater il y a quelques semaines. Je ne vais pas m'hasarder, mais j'ai dit déjà, parce qu'on voit un peu plus souvent Roch Kaboré arriver en tête, parfois suivi d'Edi Komboyugo et Zéphirin Diabré également qui arrivent souvent en 3e position. Donc on s'est dit que les choses seront plus intéressantes encore d'ici demain ou encore dans quelques heures pour qu'on puisse mieux être situé. D'accord. Alors, Dieudonné Zoungrana, comment est-ce que vous avez apprécié le déroulement de ce double scrutin? Alors, je vais répéter notre éditorial de ce matin, qui sera dans quelques minutes dans les kiosques. Le challenge sécuritaire a été relevé, mais que de couacs logistique et organisationnel. Parce que quand on fait un tour d'horizon et justement, quand on écoute les envoyés spéciaux de la TNB, je profite vraiment pour dire chapeau bas vraiment à la TNB parce que nous avons tiré aussi certaines de nos informations. Quand on regarde vraiment ces détails qu'on nous donne là, bon, quand même, ça a été fastidieux, hein, parce qu'on peut comprendre qu'il y ait de petits dysfonctionnements, mais quand même, quand dans certaines zones, dans certaines localités, on a sur 10 villages, il n'y a qu'un seul qui a des PV, les 9 autres n'ont pas. Bon, ça pose, ou bien, bon, sur les listes électorales, il y en a qui ne se retrouvent pas, on n'a même pas de spécimens de voter, ou bien il y a des urnes qui ne sont pas là. Bon, je pense que quand même, il y a eu quand même beaucoup de couacs organisés au niveau de la logistique, et jusqu'à 17 h, il y a des zones où le vote n'avait pas encore commencé. Je crois que vraiment, ça c'est vraiment le premier constat. Mais, grosso modo, je l'ai déjà dit hier sur ce même plateau, tout s'est bien déroulé. L'apocalypse n'a pas eu lieu parce qu'on a craint quand même vraiment que le sang ne soit versé. Parce que le premier défi d'une élection, c'est que cette élection se déroule dans la paix, en temps normal, en temps de paix. A fortiori, en temps de guerre, parce que le Burkina est en guerre,
A fortiori dans un pays en guerre, si tout se passe sans anicroche, en tout cas il faut dire chapeau bas quand même à la CENI et à travers elle le Burkina Faso, parce que si vous-même regardez la presse étrangère, c'est toujours le côté sécuritaire. On a craint que quelque part, bon, vraiment, ça nous commence à tirer. Là, vraiment, le défi sécuritaire a été, et ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, on aura le temps de revenir, c'est justement le dépouillement et l'acceptation des résultats. Surtout qu'il y a des velléités de fraude qui ont été brandies avant-hier, avec la sortie des Zéphiriens, qui a eu sa réponse du tic au tac par Simon Comporé. Mais je pense, et là je termine, c'est un peu la filigrane note éditoriale. Je pense que chacun a signé un code de bonne conduite pour le fair play. Je crois que chacun préférera le box à la boxe, le box du tribunal à la boxe de la rue. Donc je pense que si on choisit ça, ça va être vraiment le Burkina qui gagne. D'accord. Alors Paul Mikiromba, est-ce que vous également vous partagez l'avis selon lequel il y a eu des couacs certes, mais ce ne sont pas des couacs majeurs qui puissent en tout cas entacher la sincérité des suffrages exprimés? Oui, je pense que globalement on peut se féliciter, même si on n'est pas encore au bout du processus de ces élections. D'abord, de façon générale, la campagne électorale qui s'est bien passée en 3 semaines, où on a vu des acteurs politiques très courtois. Nos confrères de la presse internationale nous l'ont relevé à un moment donné, puisqu'on quand même en échange, je trouve quand même que la campagne s'est bien passée. On n'a pas eu de pic en tant que tel, il n'y a pas eu de propos va-t-en-guerre, de propos incendiaires. Peut-être c'est à mettre à l'actif du pacte de bonne conduite qui a été signé par l'ensemble des acteurs politiques, les candidats et les partis politiques. De l'autre côté aussi, on a vu une commission électorale qui était effectivement à pied d'œuvre pour réussir ce scrutin. Il faut déjà des chapeaux bas à l'équipe de Newton Ahmed Barry. Mais moi, je suis au regret de constater qu'il y a eu des erreurs auxquelles on ne s'attendait pas, c'est-à-dire les erreurs mineurs qu'on aurait pu éviter, parce que chaque année, à chaque élection générale au Burkina, ce sont les mêmes erreurs qui l'ont reconduit. Des mélanges de fiches, des bulletins de vote qui ne sont pas acheminés à bonne date, des bureaux de vote qui restent fermés jusqu'à l'après-midi. Ce sont des genres de situations que l'on a vécues à l'occasion des élections passées, et on pensait évidemment, en tout cas moi j'étais de ceux-là qui pensaient qu'on allait mettre tout en œuvre pour corriger cela, faire en sorte que cette année quand même, avec l'engagement de l'équipe de la CENI, que l'on ne puisse pas se retrouver donc dans ces situations. On aurait pu imaginer des situations pareilles dans des zones reculées, mais vous vous rendez compte que même à Ouagadougou, la capitale, jusqu'à 16h45, des bureaux de vote ne sont pas ouverts. Donc vous pouvez imaginer que c'est autant d'exemples qui montrent quand même que il a eu un peu de laisser aller dans l'organisation, et le sentiment que j'ai, les gens ne sont pas sanctionnés, puisque quand même, il faut à un moment donné situer les responsabilités. En la matière, il y a eu pas mal d'anecdotes. Nous, on a fait quand même le tour avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. On s'est rendu compte que, et même ici à Ouagadougou, au secteur, à l'arrondissement 5, on se retrouve avec une liste électorale qui vient de la région de la Boucle du Moun. Cela suppose quand même que ces électeurs ne peuvent pas voter, et de l'autre côté aussi dans la région de la Boucle du Moun, les électeurs ne pourront pas voter puisque leur liste se retrouve donc à Ouaga. On a écouté les explications du président de la commission électorale qui parle effectivement d'envoi de certains documents par hélicoptère, par avion, mais finalement bon, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'électeurs qui n'ont pas pu participer au vote malgré l'engagement qu'ils avaient. Alors c'est vraiment le plus gros bémol de mon point de vue dans l'organisation pratique de ce scrutin. Et puis comme Dieudonné l'a dit, on a réussi évidemment à relever le défi sécuritaire, parce que bon, beaucoup de gens avaient craint que ces élections soient entachées d'attaques terroristes, ou en tout cas de situations indésirables en matière de sécurité. Mais là, à ce niveau, on peut se féliciter. Mais je pense d'ailleurs que là où on n'attendait pas les erreurs, c'est là qu'on a malheureusement ces erreurs. Et on espère que pour les prochaines élections, on travaillera évidemment à faire en sorte que ces genres d'erreurs ne soient pas à l'intérieur d'un processus électoral, parce que, j'ai dit et je répète, il s'agit là essentiellement d'erreurs humaines qu'on aurait pu éviter, parce qu'on a montré un certain nombre d'innovations introduites dans l'organisation du scrutin, des scrutins au Burkina. Donc je suis franchement étonné de voir que l'on en soit là. Miki, comment on peut expliquer qu'après tant d'années d'expérience, avec l'âge de notre démocratie, qu'on soit amené à connaître quand même des erreurs assez regrettables? Oui, moi je pense que c'est la faute des hommes, hein, parce que quand on regarde toutes ces erreurs qui ont été donc rapportées,
l'essentiel de ces erreurs se rapporte donc au manque d'attention. Je pense que le personnel de la commission électorale a quelquefois manqué d'attention. Si on mélange les fiches, si on oublie d'acheminer par exemple des bulletins de vote dans certaines localités, si on oublie d'acheminer des PV d'une élection comme la présidentielle, parce que très tôt dimanche matin, on a appris que dans une province comme le Yatenga, il n'y avait pas de PV pour la présidentielle. Donc si ce n'est pas une erreur, en tout cas moi je mets ça sur le compte de l'erreur de manque d'attention des hommes, et je ne voudrais pas dire comme certains acteurs politiques que c'est intentionnellement fait pour donc écarter certains électeurs qui étaient acquis à la cause de l'un ou l'autre des camps. Je ne rentre pas dans ce débat, mais je pense que ce sont des erreurs humaines qu'il aurait fallu donc éviter. Et je crois d'ailleurs qu'il va falloir travailler à faire en sorte justement que l'on ait le temps de vérifier tout cela la veille du scrutin. Si le samedi, on avait pris la journée de samedi pour s'assurer que tout est OK, on aurait peut-être pu rattraper certaines choses plutôt que de constater les erreurs le dimanche matin et le temps de faire venir les vrais PV. On est déjà à l'après-midi, à la fermeture des bureaux de vote, comme ce qui a été donné de voir donc ici à Ouaga, à l'arrondissement 5, où il y a eu des bureaux de vote qui sont restés fermés jusqu'à 16h45. Il a fallu d'ailleurs que des acteurs politiques montent au créneau et appellent le président de la commission électorale pour qu'il vienne personnellement régler ce problème et faire voter les gens pratiquement la nuit, ce qui est d'ailleurs hors la loi, puisque en principe les bureaux de vote devaient se fermer à 18h. Donc moi, pour répondre à votre question, je mets tout cela sur le compte des erreurs humaines. Il aurait fallu effectivement que le personnel électoral soit beaucoup plus concentré sur son travail, plutôt que de permettre justement ces gens d'erreurs qui privent beaucoup de centaines d'électeurs donc de leur droit de vote. Parce qu'aujourd'hui, si on doit faire le recensement, je pense que le président de la CENI d'ailleurs a commencé à donner les chiffres, le nombre de Burkinabés qui n'ont pas pu participer aux élections du 22 novembre. 300 000. Voilà, 300 000, on va dire comme ça, par la faute de l'organisation, c'est quand même assez énorme. Et j'espère déjà à ceux qui n'allaient pas pouvoir pour des voter. raisons d'insécurité. Ouais, ça c'est un autre aspect. Il y en a qui sont dans des zones relativement sécurisées, mais qui n'ont pas pu participer au vote par la faute justement des hommes qui ont mélangé les choses. C'est ce qui est vraiment regrettable. Je crois que beaucoup de reportages sur les médias l'ont montré à souhait. Et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de leçons à tirer d'une telle situation. Oui, Albert, est-ce qu'il n'aurait pas fallu également de l'anticipation? Si on sait que dimanche, on a des hélicoptères pour pouvoir héliporter des urnes et du matériel, on aurait pu peut-être 2 à 3 jours à l'avance pouvoir procéder par ce vecteur aérien et puis éviter ce qu'on a pu vivre le jour du scrutin. Oui, tout à fait, mais quand on regarde également, on a l'impression que le problème, il est très profond. Que ce qu'on pense. Parce que d'abord, je crois que hier dans la soirée, des gens ont montré des images qui circulaient des présidents des bureaux de vote qui transportaient avec des urnes à moto. Ça montrait déjà que le lendemain, ça n'allait pas être aussi simple. Mais en plus de ça, bon, il y a aussi le fait qu'on a appris que des bureaux de vote ont été fusionnés. L'opposition dit ça dans sa conférence de presse. On a l'impression que ça a été fait de façon unilatérale. Et en plus, on a appris que des bureaux de vote ont été annulés pour des raisons d'insécurité. Je pense que dans la province du Sourou, ça a été le cas. Un peu dans le Sahel, ça a été aussi le cas. Donc, on voit que quelque part, il y a en fait le problème peut-être déjà il y a 2 semaines au moins de cela que ce problème-là on sentait. Peut-être qu'on n'a rien fait pour anticiper, pour pouvoir réussir le vote aujourd'hui. Est-ce que si la CENI avait communiqué sur ces changements-là, ça aurait changé un peu les tendances? Ah oui, tout à fait, parce qu'il fallait réunir les acteurs politiques et même le gouvernement, parce que je crois que le ministère de l'administration territoriale également fait partie de l'organisation de ce scrutin. Il fallait les réunir et puis poser le problème, et puis entre eux, ils allaient voir comment trouver peut-être un consensus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'au jour J. Je pense aussi qu'au niveau de la CENI, il y a eu un excès de confiance. On était tellement sûr qu'on allait réussir l'opération qu'on a même promis on a prétendu donner les résultats le 23 novembre. Il a fallu que l'opposition attire l'attention de la CENI pour dire que non, il ne faut pas aller de façon précipitée. Donc, dans ces conditions, vous voyez très bien, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pouvait pas donner les résultats le 23 novembre, ça allait être un peu un cafouillage. Donc, je pense qu'il y a eu aussi cet excès de confiance-là qui, à un moment donné, a amené l'équipe de la CENI à se dire qu'on est fin prêt. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Parce que Maître Barthélémy Kéré, qui était président de la CENI, avait amené l'organisation à un certain niveau. Oui, et c'était, voilà. Mais quand vous écoutez aussi l'opposition, on vous dit que Barthélémy Kéré avait utilisé, je ne sais pas moi, c'est le VSAT, non, ou c'est la VSAT encore. Mais cette année, il y a un problème technique, ça ne marche pas, je crois.
Et ils avaient voulu faire recours à un opérateur de téléphonie. Donc tout à fait, il fallait tenir compte de tout cela. Mais je répète encore qu'il y a eu excès de confiance parce que quand on écoutait le président de la CENI il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, il vous disait que techniquement, même si on veut faire l'enrôlement demain ou si on veut faire les élections, la CENI est prête. La CENI de son côté n'a jamais dit que techniquement ou peut-être pour telle condition on n'est pas prêt. La CENI a toujours dit qu'on est toujours prêt, techniquement on est prêt, du point de vue matériel, logistique, on est prêt, jusqu'à ce qu'on constate cela aujourd'hui. C'est dommage parce que pour un examen de baccalauréat, on voit que déjà la veille, les sujets sont arrivés, les cantines, la sécurité est déjà en place. Et pour un événement aussi très majeur dans la vie d'une nation, pareil, à 48 ou à 72 heures, on ne devrait pas être à ce stade-là. C'est dommage que des présidents de bureaux de vote transportent des urnes eux-mêmes, encore qu'il y a des bureaux de vote et qu'il n'y a pas de PV et jusqu'à la soirée. Jusqu'à la soirée. On peut s'imaginer que pour ce qui est du bulletin de vote le matin à 6 heures, on n'en a pas, mais le PV, bon, je ne sais pas trop l'organisation et puis les clauses de confidentialité, mais on peut quand même envoyer par mail si on se rend compte qu'on a un souci, envoyer les fichiers par mail et puis les présidents des CENI peut-être ou les, je ne sais pas moi, vont imprimer sur place là, avec la sécurité qu'il faut, mais pas attendre quand même à la fermeture des bureaux de vote. 1 heure après, on n'a toujours pas de procès verbaux. Il y a un problème. Moi, je pense que techniquement, le problème, ce n'est pas hier, ça a commencé, mais c'est un peu plus longtemps, sauf qu'il a manqué de communication. D'accord. Bon. Alors, Fousseni, on va juste prendre Isaka en ligne avant de revenir sur ce plateau. Bonjour, Isaka. Bonjour, Bidouadara. Alors, est-ce qu'il y a de l'évolution à votre niveau à Dédougou? C'est bien cela? Oui, il y a à Dédougou, il y a une grosse évolution ici. Il faut dire qu'ici, au centre de compilation, donc à la direction régionale de l'agriculture, il y a toujours une longue file de présidents de bureau qui veulent remettre leur bulletin. D'autres urnes continuent encore d'arriver. À l'heure où je vous parle, sur les 125 bureaux de vote que compte la commune de Dédougou, 75 bureaux de vote ont été déjà compilés, soit 9 967 suffrages exprimés. En termes de résultats qui se dégagent, il faut dire que le candidat Rochmar Christian Kaboré est à 7 382 voix, Edi Kombouego 763 voix et Zéphirine Diabré 655 suffrages exprimés en sa faveur. Dans la commune donc de Thierryba, où nous avons pu joindre le président Cécile, sur 47 bureaux de vote, 35 bureaux ont pu être compilés. Là également, le candidat Rochmar Christian Kaboré est à 4123 voix, Zéphirine Diabré 303 voix et Edi Kombouego 194 voix. Il faut également ajouter aussi que le travail de compilation se fait minutieusement, car il faut donc vérifier bureau par bureau et procès verbal par procès verbal, d'où donc la lenteur du processus de compilation ici à Dédougou. D'accord. Alors, merci bien Isaka, merci pour toutes ces précisions. Dieudonné Zoungrana, on revient à vous sur ce plateau. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu ces accusations réciproques de fraude là entre la majorité et l'opposition et certains propos qui ont été tenus et qui devraient peut-être inquiéter. Oui, inquiéter, oui, mais non aussi parce que, bon, on a vu que c'est le président de l'UPC, le chef de file, qui a été le premier à brandir justement ces velléités de fraude qui sont de deux ordres. Hein. Il y a les achats de bulletins de vote et puis il y a les pré-votes. Bon, jusqu'à ce soir, en tout cas, le président de la CENI a dit qu'il n'a pas été saisi de ces fraudes-là. Et bon, le camp présidentiel, le MPP, qui a été indexé, a réagi au quart de tour aussi, puisque Simon Comporé a organisé une conférence de presse pour porter un démenti à ça. Je ne sais pas, mais je pense déjà qu'il y avait des mesures qui ont été prises, parce que quand on voit que le parquet a fait une permanence pour les flagrants délits de fraude, bon, on ne devait même pas trop pinailler sur ça, puisque bon, ils ont porté l'affaire devant le parquet. Donc on attend de voir, puisque la justice c'est des preuves. Mais en même temps aussi, nous les analystes, on se demande, est-ce qu'on n'est pas peut-être en train de préparer les esprits à des contestations post-électorales? Parce que c'est ça aussi, il faut trouver la petite bête
Sinon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, bon, il y a le tribunal, surtout que vraiment, le parquet, pour ce coup-ci, a ouvert. C'est ça, on dit, quiconque on prend, bon, si on dit quelqu'un a voté samedi 21, bon, on le prend, on l'amène en justice. Il va dire, c'est quoi? Si quelqu'un... Bon, et il y a d'autres questions même qui me viennent. Pourquoi ces rachats de bulletins de vote? C'est à quelle fin? De carte d'électeur. C'est à quelle fin? Bon, je suppose, bon, certains ont dit non, qu'en fait, bon, on a racheté les bulletins de l'opposition parce que on estime que dans la zone là, les votants allaient en tout cas choisir un candidat de l'opposition. Donc, en rachetant ça, ils ne pourront pas le voter. Mais en même temps, on se demande, est-ce que toutes ces supposées fraudes-là, même si elles sont avérées, est-ce qu'elles sont à même d'impacter le vote dans son ensemble? Parce que souvent, parce que c'est à cette question, in fine, qu'il faut se poser. Est-ce que ces supposées fraudes-là, même s'il n'y avait pas ces fraudes-là, est-ce que ces villages, s'ils étaient comptabilisés, est-ce que ça allait changer le sort du candidat en question? Je me pose la question. Donc, pour moi, je pense que c'est une affaire que peut-être la justice va régler. Mais moi je pense que c'est peut-être pour un peu, c'est de la surenchère, mais chacun doit avoir raison gardée parce que je pense que ces velléités de fraude-là, s'il y a des cas avérés, mais la justice va trancher. Mais nous, les médias, on doit faire attention et ne pas se saisir de ça comme vraiment, vraiment quelque chose de tangible. Je ne dis pas que... Parce que quand on dit fraude, on pense que c'est le pouvoir. L'opposition est sur fraude. Donc, chacun se croit au-dessus de tout soupçon. Comme la femme... Le MPP a indexé l'UPC ce soir sur ce plateau. Voilà, sur ce plateau. Donc, chacun se croit au-dessus de tout soupçon, comme la femme de César. Mais il faut quand même se garder d'indexer et attendre de voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a saisi la justice. Il faut attendre de voir comment la justice va trancher. On nous informe que Sirima est à Nier. Oui, Ismaël Sirima se trouve présentement à Padan Juste, on nous demande de patienter pour quelques secondes. On va poursuivre. Oui, tout à fait. Donc, Paul Miki, Dieudonné l'a dit, peut-être qu'on prépare les esprits à des contestations ou peut-être pas, mais cette attitude de l'opposition de pouvoir indexer des velléités de fraude sans en apporter véritablement des preuves, même si leurs représentants estiment qu'ils ont déjà saisi la justice. Est-ce que vous comprenez cette attitude? Justement, pour compléter ce que Fousseni dit, est-ce qu'il est nécessaire de demander encore à ces militants de se préparer pour d'éventuels, en tout cas je dirais, mots d'ordre, lorsque l'on sait déjà qu'on a saisi l'institution judiciaire? Ça a été dit. Voilà. De se préparer à des mots d'ordre. Ça a été dit. Le chef de file de l'opposition l'a dit. Le représentant du chef de file de l'opposition l'a dit sur ce plateau. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau. Moi, je pense que j'ai bien peur à cette étape-là parce que on a eu le sentiment que le chef de file de l'opposition, son attitude républicaine de 2015, il est en train de le regretter, c'est-à-dire l'attitude qui consiste donc à commencer par anticipation à saluer le vainqueur. Parce que ça se sent dans les discours, même déjà pendant la campagne électorale. Et avant même le scrutin, oui, il y a eu des mots vraiment très durs. Exactement. Pendant la campagne électorale, on a senti ça. Et juste avant le scrutin, on a vu des conférences de presse où des gens ont déjà dénoncé ces velléités de fraude et ils ont dit la conduite qui va être tenue. Alors, au-delà donc de Zéphirin Diabré, certains autres candidats ont tenu à peu près les mêmes propos. Ils ont été très durs quand ils parlent de ces velléités de fraude là. Je me souviens avoir entendu hier matin, dimanche matin, un candidat comme Maître Gilbert Noël Ouedraogo, depuis Waïkuya, qui a dénoncé effectivement un certain nombre de fraudes. Lui-même disait que si ça continuait comme ça, ils allaient demander justement l'arrêt du scrutin, c'est-à-dire l'annulation du vote par l'absence des PV, parce que pour lui c'était intentionné. On regarde un peu dans les localités qui ne sont pas favorables au régime en place et exprès on n'y envoie pas les PV pour empêcher la tenue du vote. Idem ici à Ouagadougou avec l'arrondissement 5 où on a vu un certain nombre d'acteurs politiques, notamment Zéphirin Diabré, Edith
dit Kombego, qui sont de cet arrondissement, et on a vu que c'est là-bas effectivement qu'il y a eu des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Ces bureaux n'allaient même pas ouvrir si on n'avait pas fait un certain nombre d'efforts. Donc moi j'ai bien peur quand j'écoute donc ces différents acteurs et quand on demande aux militants de se tenir prêts éventuellement pour toute contestation, alors que dans le processus électoral, il y a un acteur clé qui est la justice. Parce que, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs sur ce plateau, on a vu ce communiqué également du parquet et qui a ouvert une permanence aussi bien donc à Ouagadougou que dans les autres juridictions qui relèvent de la cour d'appel de Ouagadougou. Ça montre effectivement qu'il y a cette possibilité de saisir les tribunaux avec les preuves bien évidemment. Mais nous sommes dans une situation où quelquefois les gens n'ont pas confiance à la justice malheureusement, parce qu'on vous dira d'ailleurs qu'il y a eu des contestations en justice de par le passé et ça n'a rien donné en matière électorale. Et heureusement, et bon, on peut même aussi à un moment donné aussi leur donner raison, parce que les exemples de procédures judiciaires qui ont abouti à une certaine annulation au Burkina en matière électorale, on en cherche toujours, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'un dans l'autre, il va falloir donc que les gens soient beaucoup plus regardants. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se permettre dans le contexte actuel du Burkina de faire de la fraude avec des cas de flagrant délit comme on est en train donc de le démontrer, parce que on a salué le processus électoral jusqu'aujourd'hui, la campagne électorale, parce que nous sommes dans une situation normale jusque là pour le Burkina. Je le dis d'autant plus qu'on n'a pas eu d'élection qui est sous une crise, comme cela a été d'ailleurs le cas en 2015 dans ce pays où on a connu des exclusions. On n'est pas également dans une situation où des candidats ont été exclus, comme c'est le cas dans certains pays voisins, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans une situation vraiment normale où tous ceux qui voulaient être candidats ont pu l'être, sauf ceux qui n'avaient pas les moyens de 25 millions ou d'autres documents administratifs qui ont été recalés à la dernière minute. Donc c'est une situation tout à fait normale, je la présente comme telle, et il va falloir justement que le processus se déroule de façon normale jusqu'à son bout. Donc ces questions de velléité de fraude, il va falloir faire très attention et faire effectivement en sorte que toutes les contestations se fassent dans un cadre purement juridique, et puis éviter justement de jeter les militants dans la rue pour des contestations. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ismaël Dilouma Sirima est en ligne de Fadan Gourma. Ismaël, bonjour. En attendant que Ismaël soit prêt, Dieudonné, Paul Miki l'a dit, quand on demande à ses militants de se tenir prêts, l'autre camp en face également estime que nul n'a le monopole de la violence. Et donc, comment faire pour que, quelque part, on aille véritablement à l'acceptation de ces résultats dans un climat apaisé? Parce qu'on a vu également le communiqué de la CODEL qui semble s'inquiéter sur un certain nombre d'aspects. Oui, mais bon, Paul Miki disait que bon, Zéphiré a perdu son caractère reculé. Non, il est resté reculé. Je l'ai écouté, il a dit qu'il est toujours prêt à aller féliciter. Un peu, il semble regretter, oui, bon, peut-être, mais il a dit qu'il est toujours prêt à aller féliciter le vainqueur si d'aventure, en tout cas, les résultats sont conformes aux vrais résultats et tout. Mais pour en revenir à la question de Fousseni, non, bon, je ne sais pas si c'est de la surenchère politique, mais bon, quand on dit ça, effectivement, c'est que quand même on prépare ces militants à battre le macadam, à sortir dans la rue et à d'éventuels affrontements. Donc je pense que, bon, je ne sais pas si c'est de la surenchère ou quelque chose, mais, ou bien, bon, il est sincère. Mais je pense que chacun, comme je le dis, chacun doit savoir raison garder. Surtout qu'il y a eu le pacte de bonne conduite et il faut attendre de voir. L'affaire est en justice maintenant, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand déjà on dit ça, bon, les militants doivent se tenir prêts. On a entendu ce discours dans la bouche de Cellou Dalein Diallo à Conakry. Bon, et on sait ce qu'il est advenu. Et parce que déjà mentalement, quand on dit ça, bon, les militants même, souvent, bon, c'est un trépide d'impatience d'en découdre. Parce que vous savez, il y a des belliqueux. Bon, dès lors qui cherchent même la bagarre. Donc, bon, quand il y a l'occasion, donc je pense que, en tout cas, on souhaite que vraiment les candidats là sachent raison garder, qu'ils gardent leur calme. Et que vraiment, je pense que, bon, d'ailleurs, bon, j'écoutais justement le président du Conseil supérieur de la communication, j'étais totalement d'accord avec lui, parce que, bon, on dit quoi, au Burkina, la campagne était morose. Bon,
ça a été morose parce que tout vraiment c'était calme. Mais on veut quand vraiment ça chauffe par là. Bon, et c'est nous les médias, il ne faut pas aussi aller à midi 14. C'est un peu le propre du journaliste. Voilà, c'est le propre, les trains qui arrivent. Donc, nous on veut là où ça ne va pas, il y a des gars qui crient, il y a des gaz lacrymogènes, des courses poursuites, on va dire, et là les caméras sont blaquées. Bon, quand on a une élection aussi qui se passe, bon, on a l'impression aussi qu'on ne veut même pas là où vraiment ça se déroule normalement là. On préfère quand il y a le feu. Là, c'est une élection qui est newsy. Bon, ça se vend mieux. Mais bon, est-ce qu'il ne faut pas préférer aussi une élection, bon, qui est morose, mais dont on prélève les vies humaines, que là où vraiment, bon, c'est chaud. Quelqu'un l'a dit ici, une élection civilisée. Mais on va arriver à vous, Albert. Vous permettez qu'on aille à Bobo Dioulasso pour retrouver Mounira, qui est notre envoyé spécial. Mounira, bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. À ce petit matin du 23 novembre, quelles sont les informations sur le double scrutin du 22? Il faut dire que la participation des électeurs à ce scrutin au niveau des hauts bassins a été particulièrement très faible. Il y a des bureaux de vote où il n'y a pas eu plus d'une trentaine de votants sur environ 400 inscrits sur la liste. Mais cependant, les résultats continuent d'arriver et le dépouillement se poursuit au niveau de Bobo Dioulasso. Les résultats continuent d'être acheminés au niveau des centres de compilation et les tendances placent Roch-Marc Christian Kaboré largement au-dessus des autres candidats. Il est suivi par le candidat du CDP, Edi Kombeogo, et celui de l'UPC, Zéphirin Diabré. Et les résultats sont sensiblement les mêmes pour les législatives. MPP en pole position, CDP et l'UPC. Par exemple, comme résultat provisoire au niveau du centre de compilation de l'arrondissement 6 de la commune de Bobo Dioulasso, il y a eu 19 bureaux de vote, 6 490 inscrits, 1076 votants repartis comme tels. Roch-Marc Christian Kaboré en tête avec 684 voix. Il est suivi par Edi Kombeogo avec 133 voix, Zéphirin Diabré avec 88 voix, Taïrou Bari avec 33 voix et 26 voix pour cadrer Désiré Ouedraogo. Voilà ce que nous avons comme résultat provisoire pour le moment ici à Bobo Dioulasso, mais je précise, les compilations se poursuivent. On vous retrouvera certainement pour un point final à cette nuit. Mais en attendant, on revient sur ce plateau avec vous, Albert Nagrego, qui avait souhaité réagir à ces échanges sur ces velléités de fraude. Je ne sais pas s'il faut parler de corruption électorale ou de fraude, mais en fait, moi, je voulais dire aussi que la justice, quelque part, a tardé, parce qu'on a tous constaté sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps, des images qui circulent avec des histoires des gens qui achètent des cartes d'électeurs ou des gens qui ont des listes en train de prendre des noms de certaines personnes dans beaucoup de villes du Burkina. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un communiqué officiel de la justice qui dit qu'elle s'est autosaisie de cette affaire. Je n'en trouve pas d'abord. La deuxième chose, c'est que la conférence de presse de l'opposition, également l'opposition, Zéphirin Diabré a montré une vidéo, je pense, dans laquelle il dit que voilà, c'est des pratiques qui ne sont pas conseillées dans le cas de vote et que le dossier sera remis à la justice également. L'un dans l'autre, ce n'est pas exclu que ces cas de fraude-là puissent arriver. Maintenant, c'est de se poser la question, qui est responsable? Est-ce que c'est quelque chose qui est savamment orchestré par le parti ou bien c'est l'initiative de certains individus, de certains militants du parti? Parce qu'on connaît tout le monde, c'est comme Dieudonné disait, il y a d'autres qui sont belliqueux, mais il y a d'autres aussi qui ont des initiatives vraiment qui vont à l'encontre de ce qui est prescrit un peu par la règle. Donc ils créent une initiative et quand il est pris dans une situation donnée, on croit que c'est tout le parti qui est mouillé ou c'est le parti qui a organisé l'affaire et puis bon, on se met à accuser le parti à tort ou à raison. Donc je pense que la justice ferait mieux de faire très rapidement la lumière sur cette affaire pour qu'on puisse être situé avant que les résultats ne soient proclamés d'ailleurs par la CENI. Parce que si la justice ne se prononce pas avant la proclamation des résultats par la CENI, ça peut contribuer également à entretenir les soupçons, les doutes et puis ça peut mettre en cause d'ailleurs les résultats que la CENI va proclamer. Donc je pense que la justice est très attendue à ce niveau-là pour que les choses... Parce que vous voyez déjà que le président de la CENI a un langage contraire. Au niveau du parquet, il annonce que son parquet est ouvert pour recevoir les plaintes.
l'opposition dit que la justice est déjà saisie, mais le président de la CENI dit que lui, il n'a pas encore connaissance de cas de fraude et qu'il n'a pas encore été saisi ou signalé pour quoi que ce soit. Donc on a déjà les deux institutions qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a un problème. Il faut que très rapidement, je pense que très rapidement, il faut qu'il y ait une communication pour que l'opinion puisse être située. D'accord. Fousseni, on va y aller avec Viviane du côté de Koudougou. Viviane, bonjour. Bonjour Ruth. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme évolution du côté donc, de la cité du Cavalier Rouge? Alors, ici, la compilation des résultats continue dans la commune de Koudougou et pour les environs également. Et ce qu'on note, c'est pratiquement une stabilité du taux de participation qui oscille autour de 30%, 30, 35, 36%. Et pour les 34 bureaux de vote sur les 215 dont nous avons les résultats, cela donne Fierté, Roch Kaboré, Edi Komboego et Zéphirin Diabré. La seule dame en lice s'en sort pour le moment avec 41 voix. La lanterne rouge est tenue par le candidat Claude Aimé Fassambédo. Dans la ville voisine de Réau, dans le Sanguier, la compilation des résultats de 49 bureaux de vote sur 81 que la commune compte donne un autre tiercé, Roch Kaboré, Kadri Désiré Ouedraogo et Zéphirin Diabré. D'accord. Merci bien, Viviane. Bonne suite à vous, Ruth. Merci à vous également. Allez-y. Oui, je réagis à ça parce que sur un autre plateau de télé, notamment sur France 24, j'avais été, il y a 2 jours, j'ai été interviewé justement sur, bon, comme m'a dit un prédécesseur, bon, on a quand même le trio qui se détache. Vous savez, dans toute compétition, à un certain moment, comme dans une course cycliste, bon, il y a des échappés. Actuellement, il y a un trio qui se détache. Et j'avais dit qu'à défaut, en tout cas, d'étraîner Kosiam, il y aura un match dans le match entre Edi et Zef. Bon, j'ai vu sur Facebook, des gens ont crié haro sur le baudet en disant non, que je fais un choix. Je suis un éditorialiste, je suis un analyste politique. On peut ne pas être d'accord avec mon analyse, mais c'est ce que je pense. Mais je pense qu'on y sera d'ici là, mais je pense que de tout ce qu'on entend, bon, on est en train d'en arriver là. Voilà, parce que c'est le trio, comme l'a dit Narengo, qui est en train de se détacher, et on saura, bon, parce qu'il y a, excepté Kosiam, il y aura un challenge pour le chef de file de l'opposition. C'est ce que j'ai voulu dire. Si ça aurait été Roch aussi qui est deuxième ou troisième, il aurait en tout cas lutté pour le chef de... Donc, c'est ce que j'ai voulu dire, mais je n'avais pas pour... Même on m'avait déjà crié, mais je veux revenir là-dessus pour dire quand même qu'il y a ce trio quand même qui se détache, et souvent ce n'est pas facile d'avoir raison avant. Voilà. D'accord. De toutes les façons, on attend que la CENI proclame les résultats pour être définitivement situés. Paul Miki, vous avez souhaité réagir? Oui, en fait, c'était par rapport justement à ce dont parlait Nagrengo sur la justice. Je pense qu'il a parfaitement raison parce que c'est un acteur essentiel et je crois bien dans ce processus électoral, je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a eu des cas de saisine hein, parce qu'on a entendu beaucoup d'acteurs qui ont dit avoir saisi déjà la justice, mais on a l'impression quand même qu'il n'y a pas de communication et je crois que ces communications auraient peut-être eu l'avantage de faire taire certaines velléités de violence ou de contestation dans la rue, parce que si la justice est silencieuse, même s'il faut saluer le communiqué du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui parle de cette permanence, mais on n'a pas... Mais maintenant, même comme eu l'impression que cette permanence est ouverte après la réaction de l'opposition. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, le communiqué est venu après. On ne sait pas si la permanence existait avant ça, on n'en sait rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut beaucoup plus de communication. Hein. Je crois que à un moment donné, il serait intéressant, si c'est possible, hein, parce que dans le domaine de la justice également, on sait que ce n'est pas tout qu'on dit, si c'était possible qu'il y ait une certaine communication sur le point des saisines, les dossiers en cours, où est-ce qu'on en est, ça peut avoir l'avantage effectivement de calmer les gens. Parce que quand vous saisissez la justice par rapport à une histoire de flagrant délit, surtout en matière électorale, et
voyez qu'au lendemain, 2 jours après, il n'y a aucune réaction, alors que vous avez le sentiment que ce que vous dénoncez est en train de se perpétuer sur le terrain, évidemment, on peut comprendre effectivement que les gens n'aient plus confiance et qu'ils soient plutôt animés et pas donc des velléités de violence ou des contestations extrajudiciaires. Donc, c'est un élément assez important, c'est ce que je voudrais ajouter. Ça permettra évidemment d'éviter, d'anticiper sur un certain nombre de choses parce que quand on parle d'élections en Afrique, c'est cette période qui est très sensible, hein, c'est-à-dire la période de la proclamation des résultats, les questions de contestation. On a vu dans certains pays, beaucoup de pays autour de nous, où après les résultats, on se retrouve donc dans des situations compliquées. Alors qu'il est important d'anticiper parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre donc, de cas de fraude avérés ou non, qu'il aurait fallu effectivement trancher de façon très rapide, hein, parce que le temps compte beaucoup aussi, parce qu'à un moment donné, quand la justice va vouloir intervenir, ça risque d'être trop tard, puisque les gens se seraient peut-être retrouvés dans les rues et on aurait peut-être enregistré quelques dégâts, c'est ce que je voudrais dire. C'est Sébastien Zongo, notre envoyé spécial à Tinkodogo est en ligne. Sébastien, bonjour. Bonjour Fousseni Kindo. Il y a une évolution de la situation. D'accord, merci Fousseni Kindo. Bonjour également à vos invités. L'heure est actuellement à la compilation des résultats des bureaux de vote au niveau des commissions électorales communales et les choses avancent à leur rythme. Par exemple, à la CCI de Tinkodogo, nous avons une partie de quelques résultats provisoires de la présidentielle. Et sur 198 bureaux de vote, 75 déjà compilés pour la présidentielle. Et voilà ce que les chiffres nous donnent. Roch Kabouré qui arrive en tête avec 4326 voix. Zéphirin Diabré suit avec 2117 voix. Edi Komboego suit avec 906 voix. Et la compilation se poursuit. Merci à vous, Sébastien. On vous retrouvera certainement pour un point final à cette nuit électorale. Oui, Dieudonné. Oui, je vais réagir rapidement à ce que a dit Paul Wamba. Bon, effectivement, sous nos tropiques, là, il y a deux institutions souvent qui sont à la base des crises post-électorales. C'est les CENI et c'est les conseils constitutionnels. Voilà, c'est les deux institutions. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée. Si les deux parlent d'une même voix, si il y a osmose entre les deux, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une divergence, ça pose problème. Parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire où la CEI a proclamé un président et les grands juges ont proclamé un autre président, on a vu ce qui est advenu. C'est pour ça il faut que nous ayons, au niveau de ces institutions-là, des gens vraiment qui font preuve d'ingratitude, de devoir d'ingratitude, puisque souvent ces grands juges sont nommés par les pouvoirs en place, donc il leur faut le retour de l'ascenseur. Donc, comme je dis, si les grands juges souvent font preuve d'ingratitude, on gagnerait encore mieux. Vous m'avez nommé, mais je ne vous connais pas. Donc, c'est ce que je dis, la loi. Donc, c'est pour dire en fait que ici, il faut que la CENI, les CENI aussi sont nés parce qu'on a trouvé que, généralement, c'était les ministères de l'administration territoriale qui géraient. On a trouvé qu'ils étaient partiels. Donc, on a jugé de créer ces CENI. Malheureusement, avec ces CENI, souvent aussi, on retombe dans les mêmes travers. Donc, il faudrait effectivement que ces institutions-là gagnent en crédibilité. Est-ce qu'au finish, le Conseil constitutionnel ne demeure pas l'instance suprême pour trancher en cas de divergence ou en cas de blocage de la commission électorale? Oui, ils peuvent trancher, mais vous avez vu le cas du Mali. Il faut aussi qu'ils tranchent dans le vif et qu'ils tranchent juste. Parce que vous voyez, au Mali, les grands juges ont donné jusqu'à 30 députés au RPM. Et finalement, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres parce que les gens n'ont jamais digéré ça et ça fait boule de neige et c'est ça qui a créé ce problème. Donc, effectivement, les grands juges, c'est le dernier recours, mais encore faut-il que, en tout cas, ils disent le droit et qu'ils disent ce qui est. Bon, et là, il n'y aura pas de débat. Moumouni Soubega est en ligne de Manga. Moumouni, bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. Vous avez du nouveau pour nous du côté du centre-sud? Oui, absolument, Fousseni Kindo.
Il faut dire qu'ici, à Manga, nous avons quelques résultats provisoires, évidemment. Vous avez Rochman Christian Caboret en tête avec 2099 voix. Il est suivi d'ici Combego avec 1345 voix. Et Zéphirin Diabré, 834 voix. Et ce sont vraiment les trois têtes d'affiche ici à Manga. Alors, il faut noter qu'il s'agit de 25, il s'agit donc des résultats de 25 bureaux de vote dépouillés sur 49. Ici, le dépouillement se poursuit, qui précise qu'il s'agit d'un résultat provisoire. Et voilà, les agents sont toujours à pied d'œuvre ici à Manda et d'ici peu de temps, nous vous reviendrons pour quelques résultats. Voilà. Ce que je peux dire concernant les résultats ici à Manda, c'est Kindo. Merci à vous, Mouni Soubega. On vous retrouve donc dans quelques minutes ou peut-être dans quelques instants. Sinon, qu'à la fin, pour faire le point final, peut-être Dieudonné, on risque d'avoir des surprises. Certainement, si certains résultats venaient à être confirmés par la suite. Bon, vous voulez parler de quelle surprise? En politique, j'ai toujours dit, Dieu ne joue pas au dé en politique. Souvent, il n'y a pas de surprise. C'est ce que tu as semé que tu recordes. Ici en Afrique, c'est quoi? Les gens pensent que la politique, c'est de la perpétuelle magie. Mais souvent, il faut lire la carte électorale d'un pays. Dans la carte électorale d'un pays, il doit avoir des fiefs où il y a des barons. En Côte d'Ivoire, plus ou moins, ça existe. Au Burkina, il n'y en a pas. Ici, si on prend... Bon, souvent, on a l'impression que peut-être c'est les médias qui tirent le boulet rouge sur l'opposition. Ici, si on prend un peu ce que déjà les envoyés spéciaux de la TNB ont dit, on a des coins où c'était supposé être les fiefs des opposants. Malheureusement, même là-bas, ils n'écrasent pas le président sortant. Or, ça devait être ça, justement, dans les fiefs de ces opposants-là, ils devaient vraiment dominer, survoler, et le président suivait. Or, même là-bas, ils les écartent. N'en parlons pas dans les autres circonscriptions où l'écart est abyssal entre le président sortant et l'opposition. Donc ici, bon, comme on dit souvent, ce n'est pas le pouvoir qui est fort, mais c'est l'opposition qui est faible. Merci je veux réagir parce que quand on regarde déjà ces résultats provisoires communiqués par les envoyés spéciaux, on voit qu'il y a au moins 3 éléments. Ce n'est que juste provisoire. Mais il y a déjà des éléments d'analyse parce que la première chose, c'est que le taux de participation, déjà, quand on regarde comme ça, elle est faible, on va dire même nettement faible. Quand on prend l'exemple de Bobo Dioulasso, non, elle dit qu'il y a des bureaux de vote où on a des 400 au moins inscrits et on a à peine 30 votants. Ouais. Cela peut s'expliquer par le fait également qu'il y a eu en griffe le cafouillage au niveau des listes, parce que quand on dit après que quand vous avez un chiffre, il faut regarder les chiffres inférieurs de votre carte d'électeur pour voter, c'est pas évident. Certains électeurs seront déroutés. Il y a le fait que les bureaux de vote aussi ont été fusionnés peut-être à la dernière minute, soit ce qui va dérouter aussi certains électeurs, alors que le taux de participation dans un scrutin est très important quand même. On a envie de savoir quel a été le taux de participation. Mais en plus de ça aussi, il y a la surprise qui est là, parce qu'il y a des gens aussi qui ne donnaient pas forcément Idi Komboyigo à la place qu'il occupe actuellement dans la course. C'est vrai que c'est un début, mais on a l'impression qu'il y a une surprise qui est en train de se créer. Si ça continue ainsi... Est-ce que c'est ce que Foussé nous voulait entendre de la bouche de l'un de nous? Non, mais c'est des chiffres. C'est des chiffres. On n'invente rien, c'est des chiffres. Et on parle sur la base de ces chiffres. C'est des tendances lourdes d'abord, mais on n'a pas encore les résultats consolidés. Il faut attendre de voir. On parle sur la base des chiffres. Oui. Nous, on n'est pas là pour confirmer des résultats. Oui. On ne fait que analyser les premiers chiffres qui sont en train de tomber. Oui. On a bien précisé que c'est des résultats provisoires, c'est des tendances. On le dit ainsi. Alors,
vous êtes d'accord que tout à l'heure, on a parlé ensemble du trio qui se dégage, pour moi qui l'invente. Maintenant, si on voit Idy aujourd'hui qui émerge en deuxième position avec ses résultats provisoires, c'est une surprise qui est en train de se créer parce que vu l'expérience des Zéphirin Diawé, c'est sa deuxième participation à la présidentielle qui était également donnée comme favori aussi ou le challenger sérieux de Rochma Christian Kaboré. On peut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas... Surtout dans leur... Moi, ce qui me frappe, c'est que dans leur fief même, ils n'arrivent pas à écraser le président sortant. C'est quand même symptomatique d'une certaine faiblesse. On va juste prendre Bienvenue Tansa depuis Gawa. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme évolution ou changement du côté donc du sud-ouest? Bien, merci. Ici, Rochma Christian Kaboré reste en tête dans les sondages avec 1805 voix, suivi de Zéphirin Diawé avec 439 voix. Idy Kondiowo se place à la troisième place avec 390 voix. Quatrième, Segui Ambroise Farama avec 122 voix. Cinquième, Kadri Désiré Ouédraogo avec 94 voix. Ablacé Ouédraogo est sixième ici avec 74 voix. Yeli Monique Kam occupe la septième place avec 45 voix. Do Pascal Sessouma est huitième avec 43 voix. Abdoulaye Soma occupe la neuvième place avec 38 voix. Yacouba Isaac Zida est 10e avec 37 voix. Gilbert Noël Ouédraogo, 11e avec 18 voix. Taïrou Bari, 12e avec 15 voix. Et Claude Kassambedo, 13e avec 7 voix. Le comptage, la compilation se poursuit ici. Et donc, vous parlez de sondage, certainement que c'est un lapsus. Oui, c'est un lapsus. Merci à vous, bienvenue du côté de Gawa dans le sud-ouest du Burkina. Ruth, on est quand même vers la fin de cette Tout à fait, et c'est juste pour souligner que les chiffres que Bienvenue vient d'avancer confirment un peu l'analyse de Dieudonné Zoungrana qui le disait tout à l'heure. Il y a certains candidats dans leur propre fief, ils n'arrivent pas à s'imposer. On voit qu'au niveau de Gawa, qui est le fief de Taïrou Bari, il n'est pas en très bonne posture. Oui, et ça... D'accord. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne également sur la preuve des cas de fraude. Ce soir, sur ce plateau, il y a le MPP qui indexait également l'opposition, mais qui disait qu'à leur niveau, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur les cas de fraude, ils n'ont pas l'intention d'aller en justice. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne posture? Non, moi je ne pense pas que... bon, en fait, en matière électorale, quand il y a fraude, il y a deux choses. Hein. Soit on se tait, soit on va en justice. Pour moi, c'est les deux options qui se présentent. Hein. Parce qu'en réalité, il ne faut pas... Lorsqu'on parle, il faut effectivement apporter les preuves. Il faut aller au-delà de la parole pour donc saisir les juridictions. Je pense que la justice aussi est là pour ça. Il y a même eu ces réaménagements qu'il faut saluer au niveau donc, du tribunal de Ouagadougou à travers cette permanence. Donc, il faut faire travailler les magistrats pour ne pas venir après dire que oui, on était au courant de ça, mais nous, on n'a pas voulu effectivement contester. Si on n'est pas sûr, on s'était... Mais à partir du moment où on parle, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout parce que je crois que la gestion de ce contentieux-là, à cette étape, permet effectivement d'anticiper sur pas mal de choses en ce qui concerne justement les contestations. Nous sommes dans une période très fragile. C'est la période électorale et nous sommes précisément au moment où il faut faire attention puisque ce sont les résultats qui sont en train d'être publiés. Donc pour répondre à votre question, Ruth, je crois que lorsqu'on n'est pas d'accord, la meilleure attitude c'est de saisir la justice et puis voir donc comment ça va s'évoluer, surtout que c'est gratuit. Oui, Ismaël Diloma Sirima devrait être en ligne de Fadan Gourma. Ismaël, bonjour. Oui, bonjour Fousseni. Est-ce que vous avez une évolution de la situation à ce petit matin du 23 novembre? Exactement, il y a eu une évolution et comme vous pouvez le constater, nous sommes au centre communal de compilation des résultats et derrière moi, vous pouvez voir les agents qui sont à pied d'œuvre et les résultats continuent de tomber à compte-gouttes. Et il faut noter que dans le tournoi, il y a 6 communes et nous n'avons pas les résultats de 3 de ces communes, mais pour ce qui est par exemple de la commune de Tibga où nous avons reçu les résultats aux environs de 3 h du matin et nous avons reçu un total de 38 bureaux de vote qui ont été déjà compilés sur un total de 67 et la tendance qui se dégage
en tête avec 210 voix, suivi de Eddy Komboigo avec 560 voix et de Zéphirin Diabré avec 153 voix. Et dans la commune de Yamba, les résultats de 24 communes ont été compilés sur 44 au total et ces résultats donnent Rochmar Christian Kaboré en tête avec 839 voix, suivi en deuxième position de Zéphirin Diabré et de la commune de Fadangourma. Il faut noter qu'il y a à peine une dizaine de minutes et on vient de compiler le 70e bureau de vote sur un total de 123. Et c'est la même tendance qui se dégage avec Rochmar Christian Kaboré en tête avec plus de 3656 voix et suivi de Zéphirin Diabré avec 2100 voix et de Eddy Komboigo. Et ici, il faut noter toujours que à la CECI de Fadangourma, les résultats, les présidents des bureaux de vote continuent toujours de venir avec les procès-verbaux qui ensuite sont transmis au centre communal de compilation. Et ici, chez tout le monde, le maître mot semble être en dehors, si ce n'est fini. Merci à vous, Ismaël Diloma Sirima. Je rappelle que vous étiez du côté de Fadangourma, dans l'est du Burkina, rue Ouattara. Voilà, je souhaiterais quand même entendre tous nos invités sur cette posture du MPP. Albert Nagrengo. Oui, moi je pense que peut-être que le MPP jusqu'à présent a sous-estimé ou a minimisé encore la dimension de la fraude dont il fait cas. Parce que l'autre chose, c'est de s'assurer que la fraude dont on pense est quand même majeure, qui puisse entacher les résultats. Et l'autre aussi, c'est de minimiser. Mais cette fois-ci, c'est qu'on a, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, on a deux camps qui se connaissent très bien. Il ne faut pas se cacher, il faut avoir le courage de dire les mots. Et que si on a par exemple le CDP en compétition pour la présidentielle, le CDP, on a le MPP de l'autre côté qui est né du CDP également, on connaît les vieilles pratiques, on le sait très bien, on sait comment ça se passe. Non, ayons le courage des mots. Donc, on va se regarder et on va se marquer à la culotte. Donc, on ne laisse absolument rien. Donc, c'est bien normal que ces suspicions-là existent de part et d'autre. Donc, ce que nous, on souhaite, c'est qu'à l'arrivée, que ce ne soit pas des cas de fraude ou des incidents majeurs qui puissent entacher véritablement la crédibilité du scrutin. Mais à cette allure, je crains fort que l'opposition ne sorte ces jours-ci pour dire que, au regard de l'annulation des bureaux de certains bureaux de vote, au regard de la fusion de certains bureaux de vote, au regard de l'absence de certains bulletins ou des PV, nous souhaitons qu'une formule soit trouvée pour qu'on ait une autre option dans cette situation. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est quand même un peu dans presque toutes les régions qu'on a constaté certaines irrégularités en ce qui concerne les documents, que ce soit les PV ou que ce soit les bureaux de vote annulés ou fusionnés. Et d'autres l'ont appris à la dernière minute, certains candidats l'ont appris à la dernière minute que tel bureau a été annulé ou tel bureau a été fusionné. Donc je me dis que si à l'arrivée le taux de participation n'est pas forcément satisfaisant, ne soyez pas surpris que l'opposition trouve un moyen de dire que non, elle conteste les résultats. Moi, je pense qu'à l'heure où nous parlons même, il est 5 heures du matin, chaque parti sait à peu près actuellement sa place parce que chacun a eu un peu sa comptabilité parallèle. Et donc aujourd'hui, chaque parti sait un peu où se situe son champion, qu'est-ce qu'il a gagné à peu près les temps là. Donc ne nous voilons pas la face, chacun sait. Donc bon, je ne vais pas répéter ce que Naruma, c'est des gens, c'est des frères siamois, ils se connaissent bien. Donc, chacun parle, mais bon, souvent... La césure s'est opérée. Voilà, la césure se met. Mais ils peuvent se retrouver parce qu'en politique, il y a souvent des alliances contre nature, on va, on revient. Mais je pense que, bon, c'est un choix. Moi, je respecte le choix du MPP, même si c'est vrai qu'ils auraient mieux fait d'aller en justice, rien que pour le parallélisme de forme, parce que l'opposition a accusé, bon, vous êtes allé en justice, pourquoi vous accusez que vous ne voulez pas saisir la justice? Bon, ça c'est vraiment un grand point d'interrogation, mais je crois que actuellement là, chaque parti connaît un peu où se trouve sa bosse.
Voilà, parce que le bossu, il sait, lui seul sait où se trouve un peu ça. Donc, chaque parti aujourd'hui, bon, en fait, il y a le discours qu'on fait pour amuser la galerie, mais intérieurement, à son fort intérieur, chacun sait, actuellement, là, voilà la position, voilà ce qu'on a eu. Et même la CODEL a dit que eux-mêmes, ils sont en mesure, in fine, de dire les résultats, mais ils ne sont pas habilités. C'est la CENI qui est seule habilité à le dire, mais je crois qu'aujourd'hui, chaque parti, chaque formation politique sait à quoi s'en tenir, mais bien sûr, on va brandir le chiffon rouge, voilà. Mais il y a les forces en présence qui se connaissent. La CENI donne rendez-vous à 8h, je crois, ce matin pour une plénière, et certainement qu'à l'issue de ça, on aura d'autres informations. Nous avons Karim Sissé qui est en ligne depuis Banfora au téléphone. Karim, bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. Dites-nous, est-ce que du côté des cascades, il y a une évolution de la situation? Effectivement, Fousseni Kindo, du côté de Banfora ici, il y a une évolution. Les opérations, en tout cas, de compétition. Nous avons pu là. Et chacun attend son tour pour transmettre en tout cas cette donnée. En ce qui concerne les tendances partielles à la présidentielle, rien n'a changé. Le centre de compilation de Banfora a en charge 149 bureaux de vote. Et sur les 149 bureaux de vote, 59 ont été actuellement compilés. Et les résultats partiels donnent pour premier, c'est Rochma Christian Kaboré, et avec 2289 voix. Il est suivi du professeur Abdoulaye Soma qui a 892 voix. En troisième position, nous avons Edi Komogo avec 679 voix et Zéphrin quatrième avec 452 voix. Selon le coordinateur du centre de compilation de Banfora, Moumouni Sawadogo, le travail est minutieusement fait. Il faut éviter d'aller très vite, il faut aller bien et afin d'éviter toute contestation dès la proclamation des résultats. Merci à vous, Karim, pour ces précisions. Ruth, on l'a vu, Dieudonné le disait, quand c'est votre fief, vous devrez pouvoir faire bonne figure et peut-être que pour ces résultats très partiels, Abdoulaye Soma l'aura compris. Oui, au moins, ouais. C'est le contre-exemple. Mais sinon, tout de suite, j'ai vite comme c'était, tout de suite, j'ai vu des fiefs où je connais certains leaders, c'est leur fief, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment survolé le duel électoral et c'est dommage. Il faut que chacun travaille d'abord parce que c'est la trame. Quand vous avez un fief, c'est de là-bas que vous devez rebondir pour maintenant essaimer sur tout le territoire. Mais si déjà chez vous, vous êtes battu, parce que par essence, les grandes villes n'appartiennent à personne. Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, c'est pour tout le monde, chacun grappille. Mais vous avez quand même votre bastion, votre fief. Et souvent là-bas, vous devez être indéboulonnable. Malheureusement, ce n'est pas le cas, à quelques exceptions près, à Banfora, où le professeur Soma, en tout cas, confirme cette règle. Il n'y a pas beaucoup qui, dans leur province, ont pu vraiment échapper à cette hémorragie-là. On peut dire que pour une première sortie. On va prendre le dernier appel de Waïguya, la Suisse du Burkina, si vous le voulez bien. Marcel Tau est en ligne. Marcel, bonjour. Marcel, bonjour. Fousseni Kindo, bonjour. Oui, est-ce qu'il y a une évolution du côté de la région du Nord? Vous êtes présentement à Waïguya. Il est exactement 5h00 à Waïguya ici et nous avons en ce moment même les tendances collectées au niveau du centre de compilation de Waïguya. Et pour la présidentielle où le dépouillement se poursuit sur un cumul de 143 bureaux de vote sur 257, nous avons Rochma Christian Kaboré qui se dégage avec 10 853 voix, suivi par Gilbert Noël Ouedraogo, 6246 voix. Idi Komogo, 1924 voix. Kadri Désiré Ouedraogo, 596 voix. Zéphirien Diabri, 505 voix. Yacouba Isaac Zida, 258 voix. Maître Farama,
201 voix, Bari Taïrou 191 voix, Ablassé Ouedraogo 175 voix, Abdoulaye Souma 127 voix, Kamyeli 87 voix, Do Pascal Sessouma 74 voix et Tassambedo Aimé Claude 34 voix. A noter que le dépouillement se poursuit en attendant le dépouillement pour les législatives. Merci à vous, Amadou Marcel To. Vous étiez en ligne depuis Waiguya, la région du Nord. Comme je le disais, Ruth, on va faire un dernier tour de table pour conclure avec cette nuit électorale. On commence avec vous, Albert. Pour cette élection, à quoi devrait-on s'en tenir? Alors, à beaucoup de choses, parce que c'est une élection couplée. Donc nous, on va s'en tenir aux résultats de la présidentielle, mais les résultats aussi des législatives nous intéressent bien. Parce que la composition de l'Assemblée nationale devrait être importante dans le prochain quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Déjà, on a vu que les tendances varient beaucoup. Donc la carte politique également en train de se... Bon, vous ne pouvez pas dire au prochain quinquennat de Roch, puisque non, c'est pas un absurde révélateur, mais je veux dire que si il est réélu, avec cette proposition, je pense que Albert a compris. Oui, je veux dire, s'il est réélu avec cette proposition qu'on est en train de voir actuellement, qui est un peu mélangée, ça veut dire qu'il aura une autre carte qui sera redessinée. Et cette carte qui sera redessinée là fait que l'Assemblée nationale également jouera un rôle important dans le prochain mandat. Donc, on doit s'entendre à beaucoup de choses. C'est d'abord qui sera élu président et ensuite comment on va se dessiner l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voir la suite de ce mandat. Oui, effectivement, bon, le double scrutin a cet avantage que, en même temps qu'on va connaître le président, on va connaître l'Assemblée nationale. Vous savez que dans certains pays, les présidents sortants là s'arrangeaient à postposer les élections. On élit d'abord le président et après on élit les législatives. Évidemment, quand on connaît le président, chacun rue là-bas et puis bon, son parti souvent hyper majoritaire. Or ça, c'est une élection couplée. Donc on n'a pas postposé l'une après l'autre. Donc ça permet en même temps qu'on a le président, on a les législatives et on saura parce que effectivement, si le président est connu, il faut aussi qu'à l'Assemblée, on sache qui est qui. Et c'est très important, comme l'a dit Nagrengo, parce que à l'Assemblée, selon que le président élu aura la majorité, il aura les coudées franches pour diriger, mais s'il doit faire des acrobaties, des contorsions pour avoir la majorité, ou s'il ne l'a pas, bon, et bonjour la cohabitation, et chacun sait qu'une cohabitation est toujours très corsée, donc on attend beaucoup en tout cas de cette assemblée-là, qui à mon avis sera vraiment bigarrée, ce sera une assemblée multicolore. Voilà, il ne faut pas s'attendre à une assemblée monocolore, c'est vraiment... Et on aura même des surprises, parce que vous vous rendez compte, par exemple, si on prend à Ouagadougou, on a 80 partis politiques qui compétissent. Et avec le mode de scrutin, le plus fort reste, bon, selon que le quotient qu'on va arrêter avec la CENI, on aura des partis insoupçonnés même qui auront des députés. Et il suffit qu'un parti ait 2 ou 3 députés, bon, il peut se vendre cher à l'Assemblée, parce que selon qu'il va s'allier au parti majoritaire pour lui donner justement la majorité où il refuse, bon, et souvent il faut faire parler les feuilles, il faut vraiment donner les faiseurs de roi. Donc vraiment l'Assemblée, la composition de l'Assemblée sera vraiment épiée comme du lait sur le feu. Donc merci à vous Paul Miki Rwamba. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises au regard justement des premiers résultats, notamment ce qui concerne donc la présidentielle. Maintenant, la question que l'on se pose actuellement, c'est de savoir, y aura-t-il second tour ou pas? Ça, c'est une question en tout cas qui reste encore entière, mais bon, on voit que le président sortant
a une large avance sur les autres. Alors, c'est partiel. Oui, c'est partiel. Non seulement les élections, on est d'accord. Il faut s'entourer parce qu'après les gens vont sortir on est venu sur le plateau et on a annoncé non. On a fait tout partiel et c'est des résultats que nous suivons avec tout le monde ici. Exactement. Nous n'avons rien inventé. On reçoit les téléspectateurs nous disent pas que nous sommes allés déjà. La précision est importante parce que effectivement il s'agit non seulement de résultats partiels mais de résultats également provisoires parce que ce sont des tendances on ne fait que épiloguer donc sur la base des tendances. C'est pas non plus un lapsus non, pas du tout parce que quand même on a les envoyés spéciaux de la RTV qui nous font remonter les tendances en temps réel et qui viennent justement montrer un peu qu'il n'y a pas grande surprise quand on regarde aussi la configuration politique donc du Burkina dans la préparation de ces élections. Maintenant, l'autre aspect, c'est comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est effectivement la question des législatives où il peut y avoir justement un certain nombre de surprises là-bas parce que c'est vrai, les élections sont couplées, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les résultats soient alignés entre la présidentielle et les législatives parce que justement, au niveau des législatives, on a beaucoup plus donc de partis politiques en compétition et on a connu également cette année une certaine montée en force des indépendants. Il va falloir donc s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelques résultats là-bas, en tout cas on l'espère, puisque en 2015 ça n'a rien donné. Et de l'autre côté aussi, bon, des partis politiques ont mouillé le maillot, même certains qui ont soutenu le candidat sortant. Donc le président sortant et candidat à sa propre succession se sont rétractés donc pour battre campagne pour les législatives. Donc en réalité il va falloir donc s'attendre à ce qu'il y ait effectivement un peu comme en 2015 une assemblée générale et une assemblée nationale où il faudra donc évidemment compter sur les jeux d'alliance pour avoir une certaine majorité pour le président qui va être élu parce que ce n'est pas du donné et on sait quand même qu'il y a de ces partis politiques, de ces candidats qui se sont battus dans leur fief et pour se faire élire parce que quand même pour les législatives, la circonscription électorale, on le sait, c'est la province. Donc de ce point de vue, on attend également de voir les premières tendances de ces législatives pour voir à quoi va ressembler justement cette nouvelle configuration politique de notre pays. Et avec un chef d'État certainement qui va sortir de ces élections. Dieu donné dès que les résultats sont partiels, il a raison. Mais bon, on aurait également le résultat de ces élections législatives pour voir effectivement à quoi on doit s'en tenir. Mais pour l'instant, le plus important pour moi, c'est la gestion de ce contentieux en cours. J'espère que ça va bien se passer et pour nous éviter justement une crise parce que les autres nations nous regardent. Les autres nations nous regardent, donc ce serait le dernier mot de ce plateau. Ruth Buni Ouattara, donc on va s'arrêter là pour cette nuit électorale. Et certainement la RTB, la radiodiffusion télévision, au cœur de l'événement, sera toujours au cœur de l'événement et si besoin en est, on pourrait revenir sur d'autres plateaux pour pouvoir donner la primeur des informations à nos téléspectateurs qui nous suivent au Burkina Faso et un peu partout dans le monde entier. Merci à nos trois éditorialistes d'être venus. Merci à tous nos invités qui nous ont fait l'amitié d'être sur ce plateau depuis 21h. Merci également à l'équipe technique qui a su diriger de main de maître cette nuit électorale. Merci à l'équipe éditoriale. Merci également à nos envoyés spéciaux déployés sur tout le territoire national. Et merci aussi à l'équipe de coordination qui a su mettre les petits plats dans les grands pour que cette nuit électorale se passe comme il se doit. Et sur ce plateau, c'était Ruth Buni Ouattara et Nathalie Kaoré qui s'associent à moi pour vous dire merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et à très bientôt pour d'autres informations sur ce double scrutin présidentiel et législatif. Bonjour et à bientôt. Quels que soient les résultats, la maturité politique et la maturité de notre lien avec Dieu et la maturité qui nous